Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport, l'émission à ne surtout pas manquer sur TV78 si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, on est tous sur notre 31 pour les fêtes, présentation en musique de la Dream Team. On commence à ma droite, musique, c'est un véritable guerrier, un guerrier toujours très élégant, un mélange entre Georges Clooney et Russell Crowe. Aujourd'hui il est plutôt Georges Clooney, tellement il est élégant pour cette émission. Notre gladiateur du rugby club de Versailles, Pierre Chevalier, est avec nous pendant 1 heure. Comment allez-vous? Forme et bonheur à tous. Très très bien dans cette magie de Noël qui s'annonce. Vous avez vu, il y a les sapins, il y a toute la déco. C'est magnifique, c'est féerique. Je suis très heureux de participer sur un tel plateau tellement joli à cette émission spéciale Noël. Mention spéciale pour votre petit gilet rouge. Voilà. Le gilet, voilà, le Père Noël costume de chez Wish. Nickel. On continue à gauche, musique. Bon, vous connaissez sa musique, c'est un Italien, un vrai, et comme tout Italien qui se respecte, il est très classe. Son petit mais magnifique village de Diamante dans le sud de l'Italie est fier de lui. Il est la fierté des siens. Notre Italian lover Grégory Canale de TV78 est avec nous pendant 1 heure. Salut Mickaël, salut Pierrot, salut à tous. Comment allez-vous? Très bien, ravi de passer à table avec les amis de la team Si on parlait sport pour cette émission juste avant les fêtes de fin d'année. On est paré pour affronter cette période. On va parler de sport avant de passer vraiment à table pour déguster de bons mets. C'est un sport aussi. C'est un sport. Très joli nœud papillon, Grégory, je tenais à le signaler. Comme la Squadra Azzurra, mon équipe de cœur. Ça on l'oublie pas du côté de Grégory Canale. On passe de l'autre côté, musique. Cette année 2023 était son année dans cette émission. Il est aujourd'hui un titulaire indiscutable. Il est habillé en pull de Noël aujourd'hui. Je crois savoir qu'il a acheté en lutin. Je crois savoir qu'il a acheté spécialement ses vêtements pour l'occasion. Philippe Volac, responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France, c'est avec nous pendant 1 heure. Bonjour à tous. Oui, lutin, parce que je travaille beaucoup. Il faut que j'aide le Père Noël. Il faut que je soigne les reines du Père Noël. Et j'ai beaucoup de travail. J'ai pas eu le temps de me changer. Donc, c'est pour ça que. Voilà, que... Vous faites que travailler, dis donc. Oui, je fais que travailler. Et vous avez travaillé l'émission, j'espère. Oui, beaucoup. J'ai eu le temps aussi. Entre 2 paquets cadeaux, j'ai eu le temps de. Ouais. On peut vous garder ou pas pour faire décor sur oui, ce plateau? C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Ok, bon, on verra ça après l'émission. On termine de l'autre côté à musique. Mesdames et messieurs, c'était encore la superstar de cette année 2023 sur ce plateau. Il compte faire encore mieux en 2024. C'est une légende vivante. Ses analyses sont toujours précises. Ses punchlines traversent les écrans de télévision. Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, entraîneur de rugby, est avec nous pendant 1 heure. Magnifique lunettes, hein. Vous m'avez un peu surpris, Jean. Eh bien bonjour à tous. Comment allez-vous? Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette dernière émission de l'année. Vous allez faire cette émission, toute l'émission avec ces lunettes? Non, je pense pas parce qu'elles me font mal aux yeux. C'est pas les bons verres. Bon, vous l'aurez compris, hein, il y a une bonne ambiance sur le plateau pour cette émission. Si on parlait sport. Avant de passer au programme de l'émission, on va parler football et du FC Versailles. Après avoir écarté début novembre Laurent Peyrelade, le FCV a depuis placé sur le banc l'entraîneur adjoint Grégory Vignal. Après 2 victoires en 2 matchs, le club a confirmé l'ancien défenseur comme entraîneur principal par biais d'un communiqué. Depuis, les joueurs de Grégory Vignal ont réussi à faire match nul ce lundi 18 décembre contre le leader, le Red Star. Le score 2-2 dans un match spectaculaire. La question sur cette thématique, Versailles a-t-il pris la bonne décision? Les instances, hein, bien sûr. Mickaël, on était tellement pressés de faire cette émission, on n'a même pas les petites raquettes. Je vous propose d'aller les chercher. Raquettes, allez-y. 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 Bon, on va commencer déjà. On n'a pas nos traditionnelles raquettes. Alors, on va faire juste un tour de table déjà. Vous pouvez répéter la question? Alors, Versailles a-t-il pris la bonne décision? Pierre Chevalier. Alors pour vous, oui. Oui, on parlait la dernière fois de la partie. Merci Grégory, comme vous pouvez le voir, Grégory est au four et au moulin. Vivante, également assistant pour ce plateau, il est au four et au moulin. On parlait la dernière fois de choc psychologique. Force est de constater qu'il devait y avoir dans le vestiaire un problème, un sujet avec Laurent Peyrelade. Le choc psychologique dont on parlait, finalement, a été là positif. On disait que c'était 1 fois sur 2, en gros, dans les équipes de sport collectif. Et là il faut se rendre à l'évidence que le choc psychologique a fonctionné et que pour l'instant, Grégory Vignal fait les bons choix humains
sportif, le vestiaire semble le suivre et je pense qu'on va reparler en détail notamment du match de lundi dernier. On se disait aussi que c'était ce match contre le Red Star qui était un vrai test grandeur nature pour la suite de la saison et pour savoir exactement où Versailles en est. Là, on est sur une base de 9e place actuellement avec un match en retard. Donc ventre mou, peut-être que les objectifs sont revus pour l'instant à la baisse, mais en tout cas, sur les 3-4 derniers matchs, c'est plutôt une réussite. Donc, j'aurais tendance à dire que la décision a été bonne pour forcer un peu le destin. Grégory Canalé, vous êtes comme à la maison ici. Désolé, je suis passé devant les caméras. Désolé pour le réalisateur de cette émission, Nathan, que je salue bien sûr. Merci en tout cas d'avoir apporté ces petites raquettes, comme je le précise à chaque fois. Un accessoire au combien important. Oui, et rouge, non, comme d'habitude. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez justement de l'intronisation de Grégory Vignal? Alors, c'est vrai que moi... Forcément, avec la forme actuelle, moi je mets plutôt oui pour la bonne décision. Ça semble être une bonne décision, même s'il faut attendre, je pense, dans la durée. Là, il y a quand même eu 2 résultats positifs pour Versailles, même un 3e, puisque le match nul face au Red Star qui est leader, c'est une performance, à mon sens, de très très bonne facture pour les Versaillais. C'est vrai que j'avais fait une envolée sur on laisse pas assez de temps à l'entraîneur. Alors c'était plus une envolée, on va dire, générale. C'est vrai que dans le monde du sport en général, on parlait la dernière fois du fusible qu'on utilise quand il y a des mauvais résultats. C'est souvent malheureusement l'entraîneur qui trinque. Moi je disais qu'on n'avait pas forcément laissé totalement sa chance à Laurent Perlade. Après, c'est vrai qu'avec le choc psychologique... Vous tempérez un peu vos propos ou pas, vu les résultats? J'attends de voir quand même sur la durée, mais là on a quand même 3 résultats, on va dire, positifs pour le FCV, 2 victoires et un match nul. Donc ça semble prédire et ça semble dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est décoincé. Il y a peut-être un déclic effectivement en coulisses. Peut-être que les relations n'étaient pas au beau fixe entre les joueurs et Laurent Perlade et que Grégory Vignal incarne un peu mieux ce rôle de coach au sein du FCV. On voit le classement, c'est quand même très serré et Versailles peut-être viser un podium peut-être en fin de saison. Ils sont à 7 points de la 2e place. Il faut rappeler aussi qu'ils ont un match en moins puisque le match face à Orléans qui était juste avant celui face au Red Star a été reporté. Mais à contrario, si on regarde, ils sont aussi pas loin de cette 13e place. Ils sont à 4 points de la 13e place. On rappelle qu'il y a 6 descentes. Donc voilà, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, il y a une bonne dynamique du côté de Versailles depuis l'intronisation de Grégory Vignal. Lutin, Philippe Volac, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, Greg a le droit à un macaron, parce qu'il a dit sur la durée, donc il a le droit à un macaron. Non, pour avoir regardé le match lundi soir, j'ai trouvé 2 très belles équipes. Et même Versailles l'a dit. Versailles, quand ils ont été interviewés à la fin du match, ils ont dit que c'était vraiment deux très belles équipes. L'entraîneur, je trouve qu'il est atypique. Il a fait l'entraîneur Vignal. Parce qu'il a comment je dire, il a fait quand même 12 clubs qu'il a fait. Il a joué dans 12 clubs et pratiquement toujours comme remplaçant. Donc il voit ce que c'est d'être remplaçant ou comme on dit, pas remplaçant ou presque pas joué. Et je trouve que c'est pas mal, je veux dire. Et il a fait aussi énormément de clubs aussi. Il a commencé en plus avec Houllier, c'est ça, avec Houllier qu'il a commencé. En tant qu'entraîneur en 2016 et je trouve que c'est bien, je trouve moi j'avais dit que j'étais optimiste et je reste en étant optimiste sur déjà les matchs qu'on a vus lundi soir avec 3 superbes buts. C'est vrai, 3 superbes buts. Et il y avait quand même de l'ambiance. Bon, un peu le souci qui sont arrivés presque à la mi-temps, il y en a beaucoup, donc il y a encore eu un souci à l'entrée. Mais bon, il va falloir corriger. Mais je trouve qu'en plus, il y avait du monde. On a justement quelques images. Vous faites une petite transition. Grégory était sur place. Comment vous avez vécu cette soirée? Je fais partie de, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des victimes, mais en tout cas de ces personnes qui n'ont pas pu assister à la première mi-temps du match. Il y en a même qui ont loupé les toutes premières minutes de la deuxième mi-temps. Alors, moi, ma chance, c'est que je suis rentré à peu près à la 42e minute, donc j'ai vu tous les buts du match, puisque tous les buts ont été inscrits entre la 44e et la 48e minute de jeu. C'est pour ça. On arrivait quand même 20 minutes avant. Moi, j'avais déjà vu. Pour marquer, peut-être. C'est ça, mais j'avais vu plusieurs matchs à Jean-Bouin et il était assez facile de rentrer.
Là, visiblement, c'était plus compliqué. 1500 personnes qui attendaient dehors. Alors, ce qui a été dit sur différents articles de presse, c'est que les machines qui servaient à scanner les billets, au bout d'un moment, n'ont plus fonctionné. Moi, pour avoir été sur place, j'ai observé aussi d'autres dysfonctionnements. Peut-être pas assez d'agents de sécurité. Il y avait 2 agents pour les fouilles, peut-être 3-4 agents pour vérifier les billets quand la machine, le scanner ne fonctionnait plus. Donc on parle quand même de moins de 10 personnes pour un match qui était censé quand même accueillir 8000 personnes. Alors j'ai pu moi échanger avec Fabien Lazare. J'ai eu un trou de mémoire, le directeur général du club, via les réseaux sociaux, en lui demandant, en lui précisant pourquoi, en lui demandant des explications. Et il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à un tel engouement, un engouement de dernière minute. Beaucoup de personnes ont pris leur place le jour même ou quelques jours avant. Et par rapport à d'autres matchs de Versailles, il y a eu moins de no-show, c'est-à-dire des no-shows, c'est tout simplement des spectateurs qui prennent leur billet, qui finalement ne se présentent pas le jour J pour le match. Là, finalement, tout le monde est venu et donc il m'a confirmé qu'ils allaient réfléchir en interne, analyser toutes les causes pour que cette situation ne se reproduise pas. Parce que, comme je vous le disais, il y a quand même des gens, il y a au moins une bonne centaine de personnes qui n'ont même pas vu les buts inscrits dans cette rencontre. Les 4 buts. Une mauvaise anticipation. Pour résumer, peut-être de l'organisation. C'est ce qu'il a semblé dire. Il n'avait pas mesuré l'engouement autour de ce match, quand même, face au leader du FC Versailles. Pierre Chevalier ? Je pense ça remet un coup de projecteur sur les problèmes du FC Versailles à domicile, je mets des gros guillemets, parce qu'on est dans une enceinte qui peut accueillir 20 000 personnes pour le Stade Français Paris, et en fait on n'a pas l'habitude. En gros, le FCV, son organisation, sa communication n'a pas l'habitude, et alors qu'on reçoit le leader, même si c'est à Jean-Bouin, on reçoit le leader avec la tête le Red Star est un peu un derby, plus donc Habib Bey. Il y a vraiment pas mal de choses qui tournent autour de ce match-là, qui étaient annoncées comme en plus un vrai test contre le leader du championnat. Et on se trouve sur des problèmes de logistique et d'organisation. C'est effectivement les scanettes de billets qui ne marchaient pas. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu le choix dans la date sur le jour, lundi soir, annoncé de longue date. Et a priori, il manque une grosse organisation, en fait, d'un vrai match de national. Donc, soit Versailles n'a plus l'habitude ou ne l'a jamais eu sur le fait de recevoir des grosses affiches à domicile. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est qu'il y avait un seul point d'accès pour la tribune qui est du côté du Parc des Princes, qui est la tribune principale où on avait les billets, on va dire, les plus attractifs à une somme de 10 €. Il y avait une seule entrée pour faire entrer quasiment l'ensemble, la quasi-majorité des 8000 spectateurs qui étaient attendus sur cette rencontre. La plus grosse affluence, quoi. Ouais. La plus grosse affluence du... Jean, on va peut-être revenir sur Grégory Vignal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il soit... Ah, vous voulez rebondir ? Non, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Grégory Vignal, nouvel entraîneur, du coup, du FC Versailles ? Eh bien, c'est très bien. Je dis que c'est très bien parce que, visiblement, le problème venait de l'ancien entraîneur. Qui avait un vous êtes sûr de ça relationnel. Quand on voit ça ? Alors, quand on voit cette situation ? Il n'y a que le résultat sportif qui parle. Hein. Force de reconnaître aujourd'hui que trois bons résultats sur 3, on peut pas les mettre de côté, ce n'est pas possible. Et là, on ne peut que constater, heureusement, tant mieux, qu'il y avait un problème relationnel entre l'ancien entraîneur et le vestiaire. C'est sûr, puisque là, finalement, le vestiaire fait plus confiance à Vignal qu'il ne le faisait à son ancien entraîneur. Donc c'est très bien. Au moins ça montre que le choix a été fait et le bon choix a été fait. C'était vraiment pour une fois peut-être un problème d'entraîneur. Alors je ne veux pas dire que l'entraîneur n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire simplement que le message ne passait pas avec les joueurs. Ça arrive. Peut-être qu'il n'a pas réussi à mettre en place quelque chose et peut-être qu'il n'avait pas la communication nécessaire pour le mettre en place. Et donc, bonne chance, et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'en plus, c'était pas non plus un étranger. L'entraîneur, il était déjà au club, c'était l'entraîneur adjoint. Donc, il était déjà connu des joueurs. Oui. Et je pense il est nouveau, mais il est nouveau sans être nouveau. Voilà, il n'était pas vraiment nouveau. Voilà. Il était déjà là, il était déjà arrivé, il était déjà en place, et il participait déjà. Il a simplement changé de statut, il a pris les rênes,
Et puis ça marche bien, et tant mieux. Et il est confirmé jusqu'à la fin de la saison, donc à voir en fin de saison si ça marche, il va sûrement rester, et peut-être qu'il va partir si ça ne marche pas. Mais de toute façon, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce n'est pas bon. Parce que lui, il a des résultats, donc s'il a des résultats, c'est que c'est bon et c'est favorable. Et je voudrais juste dire un petit truc quand même, parce que je trouve regrettable quand même les incidents qui se sont passés pour l'accueil des spectateurs, parce qu'on se plaint depuis longtemps ici qu'il manque de spectateurs parce que c'est pas à Versailles, parce que c'est décentralisé, c'est à Jambouin. Là, pour une fois où il y avait du monde, ils se sont loupés. Moi, je dis qu'ils se sont loupés, et l'organisation et les organisateurs ont beau se trouver des excuses. Pour moi, que ce soit le choix dans la date ou les beepers qui marchaient pas, ou le nombre, mais ils se sont plantés. Pour moi, ils se sont plantés et c'est regrettable parce qu'il y a quand même une grande partie des spectateurs qui vont peut-être dire moi je viens plus. Moi, si c'est pour voir une mi-temps ou 30 minutes ou pas du tout, là je pense que c'est un peu dommage parce que c'était peut-être le moyen de faire venir des gens au stade et de fidéliser des supporters à Jambouin alors qu'on sait que c'est pas à Versailles. Opération marketing non réussie. Ah tout à fait, pour moi oui. Pierre, pour tenter de clore le sujet sur Grégory Vignal, ça semblerait pouvoir montrer que malgré une expérience dans le football professionnel comme l'avait Perlade avec Rodez, même en Ligue 2, jusqu'à la Ligue 2, l'humain compte plus et qu'a priori, Grégory Vignal, en arrivant d'abord comme adjoint et puis après comme entraîneur en chef, a trouvé les clés humaines et affectives et sportives avec son vestiaire. Grégory. Juste pour moi, c'est le déclic, Grégory Vignal, mais à la base, moi je reste persuadé qu'il y avait quand même un groupe de qualité. Je l'ai vu, j'ai pu le voir de nouveau face au Red Star, où certes il y a eu 2 partout face au leader, mais on est même presque frustré, parce que Versailles est à 11 contre 10, il y a une expulsion du côté du Red Star, à une barre transversale en deuxième période. Moi j'étais même presque frustré de ne pas avoir une victoire versaillaise face au Red Star, mais ça a confirmé une chose, et ce qui se tramait aussi depuis le début de la saison, on a quand même un groupe à la base de qualité, qui est certes jeune, qui a été renouvelé pour la grande majorité à l'intersaison, mais qui confirme quand même qu'il y a des qualités, il y a du répondant dans cet effectif. Très rapidement, je fais un tour de table. Qui voit Versailles en Ligue 2? Grégory? Non, pas cette saison. Jean? Non. Pas cette saison. Pas cette saison, Philippe? Non et plus. vous non plus. Donc, non, pour tout le monde. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de boxe et de la défaite de Tony Yoka, l'Yvelinois. Grégory Canelli nous donnera aussi son envolée avec le fameux sportif yvelinois de l'année 2023. Il y aura du niveau à cette année, on verra un peu plus tard. Mais avant de parler de ces thèmes, on va continuer à parler football. On va donc continuer par du football. On va parler du PSG, le club qui a pour camp de base le camp d'entraînement de Poissy dans les Yvelines, va jouer les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont terminé 2e de leur poule derrière le Borussia Dortmund et devant le Milan AC et Newcastle. Mais c'était quand même très chaud. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont failli se faire éliminer en 8e de finale. Le PSG jouera contre la Real Sociedad, 6e de Liga. La question sur cette thématique, le bilan du PSG sur cette première partie de la Ligue des Champions est-il positif? Vous votez, messieurs. Vous êtes partagé, Grégory, partagé, Jean. Pas positif pour vous, Philippe, et positif pour vous, Pierre. Enfin, un petit duel entre Philippe et Pierre. Alors, Philippe, pourquoi? Vas-y, mon lutin. Non, je trouve que c'est pas possible, même si on disait que c'était le groupe de la mort. Déjà, c'est le groupe où il y a le moins de points, que les premiers ont moins de points. Il y a eu que 2 victoires. C'est quand même pas beaucoup. Le regret, je pense que c'est Newcastle à domicile où le PSG devait gagner. Il y a eu 30 et quelques tirs et ça a fait 1-1 et encore on y échappe. C'est grâce à ça, au pénalty à la dernière seconde, qu'on se qualifie. Bon, après, il ne faut pas non plus, quand ils se qualifiaient les autres années avec beaucoup de points d'avance, ils se plantaient en 8e. Je me dis, le tirage, on voulait celui-là. Bon, après, c'est pas sûr, on n'a pas gagné non plus, mais c'est celui qu'on voulait, la Real Sociedad. Mais voilà, donc
Peut-être que Kylian fera moins la tête parce que à la fin du match contre Dortmund, il faisait vraiment la tête pour essayer de marquer un deuxième but et être premier. Et voilà. Et en tirant là, Real Sociedad, si ça avait été on avait été premier, peut-être qu'on aurait tiré Leipzig ou qui était encore plus gros. Donc voilà. Donc je pense qu'ils ont eu un bon tirage aussi. Après, on a toujours dit depuis le début, c'était le groupe de la mort, ça allait se jouer. Les 4 pouvaient se qualifier dans les 2 premiers. Et voilà, donc c'est déjà bien d'être deuxième. On a un bon tirage. Dortmund aussi a eu un bon tirage aussi, relativement avec PSV Eindhoven. Mais voilà, je trouve que... Donc c'est positif. Non, c'est pas positif. Je dis par rapport à le nombre de points, je dis, et les deux victoires que 2 victoires quand même. Donc c'est par rapport à ça que c'est pas positif. En termes de points, en tout cas. En termes de points. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'évacue tout de suite un point. Le PSG doit se qualifier en 8e de finale toutes les saisons. C'est un devoir, c'est une habitude maintenant, et c'est un devoir. Donc ça, on va dire, job done. Maintenant, c'est sur la manière. Là où je trouve que c'est positif, il y a 2 raisons. La première, Philippe l'a rappelé, c'est que c'était un groupe relevé. Compliqué, relevé. On pouvait mettre peut-être Newcastle un petit peu à part par rapport aux 3 autres gros. Et encore, on a vu, d'ailleurs, les résultats l'ont prouvé que c'était pas forcément une si petite équipe que ça. Et donc il fallait sortir de ce groupe-là, premier ou deuxième, et pour pouvoir espérer faire mieux que les années précédentes. Parce que c'est là où je trouve que c'est positif, c'est que je trouve le PSG cette saison dans un costume de besogneux. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins clinquant que les années précédentes, mais je trouve ça beaucoup plus homogène. On a fait le ménage de ces stars qui attiraient la lumière sans pour autant tirer au but et marquer et qualifier le PSG. Ce pourquoi ils avaient été pour partie recrutés, comme Neymar par exemple, pour ne citer que lui. Je trouve autour de Luis Enrique et cette méthode-là, justement, qui est la sienne, de mettre tout le monde au travail, assez prometteuse pour cette saison. Et sur cette phase de poule, là où je trouve que le bilan est positif, c'est que malgré des matchs nuls qui auraient mérité mieux, notamment Newcastle, le PSG se qualifie, a de la chance au tirage pour une fois. Reste à voir si après au grattage ça sera le cas pour les 8e et pour aller plus loin, voire au bout. Et la dernière chose, c'est de se dire que là on n'est pas favori. Habituellement, c'était la grosse armada du PSG qui se qualifie en 8e de finale, qui allait rouler sur tout le monde. Ça n'est jamais arrivé. Et là, je trouve le groupe concentré, je trouve le groupe homogène, se sortant avec du mal de cette phase de poule. Donc bilan positif. Et maintenant, c'est mettre la pièce sur un parcours que l'on souhaite inédit pour le PSG en Ligue des Champions, avec la finale et voir la coupe aux grandes oreilles. Grégory, qui vous a convaincu? Alors moi je le disais plutôt mitigé. Moi je dirais quand même plutôt déçu de cette première phase de poule du PSG. Alors oui, le positif effectivement c'est qu'il y a une nouvelle qualification pour le Paris Saint-Germain, mais Pierre l'a rappelé, c'est presque une normalité pour l'équipe du Paris Saint-Germain avec le budget qui est mis chaque année sur la table pour briller sur la scène européenne. Moi je pense qu'il y a plus de négatifs dans cette phase de poule, alors pour plusieurs raisons. Déjà le PSG vraiment allait chercher sa qualification au forceps, il a fallu attendre la dernière journée et une victoire inespérée de l'AC Milan à Newcastle pour valider définitivement le billet du PSG. Si Newcastle s'imposait face à Milan, c'est Newcastle qui se qualifiait avec Dortmund. Donc une qualification obtenue vraiment au forceps. Et puis on a été éliminé pendant 10-15 minutes. C'est ça, ça a duré 10-15 minutes. Après, l'AC Milan a égalisé et a même réussi à gagner un peu contre toute attente. AC Milan peut-être sur cette phase de poule, moi je trouvais que c'était l'équipe sur le papier qui avait peut-être le moins d'arguments pour aller en 8e de finale. Au final, ils réussissent à se qualifier pour l'Europa League. Voilà, ils terminent 3e. Ça joue effectivement à quelques buts. On a alterné le bon et le très médiocre aussi pour le PSG sur cette phase de poule. Des victoires clinquantes et derrière le PSG qui est capable de perdre 4-1 face à Newcastle, qui est capable d'aller perdre à San Siro face à l'AC Milan. Donc on a eu aussi beaucoup de déceptions.
Et je trouve, moi, que le PSG sort avec des incertitudes de ce groupe, des incertitudes individuelles. On a vu un Kolo Muani, on a vu un Ousmane Dembélé pas forcément à leur avantage sur cette phase de poule de la Ligue des Champions. On a vu un Kylian Mbappé agacé, un peu boudeur. Je ne sais pas dans quel état on va le retrouver pour il n'a pas les célébré matchs son dernier de but phase de poule. lors du dernier match contre Lille. Et voilà, pour citer aussi une individualité, parce que moi je le suis avec plus d'attention, c'est Gianluigi Donnarumma. On se demande même quand Donnarumma va faire un match sans erreur. On a l'impression qu'en Ligue des Champions, il alterne. Alors il fait de superbes parades, mais il est aussi capable de faire des petites boulettes qui peuvent coûter cher au final au PSG. Donc le positif, voilà, bon, j'ai donné beaucoup de négatifs, c'est la qualification, c'est peut-être ce tirage sur le papier abordable pour le Paris Saint-Germain, mais à mon avis, le PSG sort avec beaucoup d'incertitudes de cette phase de poule. Jean, vous aussi, vous étiez mitigé. Oui, tout a été dit là. J'étais mitigé parce que voilà, positif parce qu'il y a la qualification, donc faut pas la bouder, parce qu'ils sont quand même à 8e de finale. La poule était compliquée, donc ça c'est positif. Après moi, je suis désolé, mais c'est la manière quoi. Après on dit toujours, on trouve toujours des excuses. Moi j'estime que quand on prétend arriver sur le toit de l'Europe et gagner cette coupe aux grandes oreilles, eh ben, on montre autre chose et on est un petit peu plus serein. Là, ils vont en 8e et puis là maintenant on est en train, voilà, est-ce qu'ils vont passer, est-ce que si, est-ce que là, enfin quand même, ils ont des prétentions d'être champions. Quand on a ces prétentions-là, on ne doit pas être rempli de doutes comme ça, c'est pas possible. La Real Sociedad, c'est quand même une équipe qui est 6e du coup de Liga, qui n'a perdu que 3 matchs cette saison et ils ont fini premier de leur poule en Ligue des Champions face à l'Inter, Benfica et Salzbourg aussi. Mais de toute façon, c'est pas gagné. Le souci, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a cette équipe du PSG qui devrait être une grosse équipe européenne et qui finalement, plus que jamais, ne l'est pas quoi. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, ils sont loin d'être favoris quoi, de cette compétition. Il y a plus de doutes que les saisons dernières, les saisons passées, je veux dire. Pour moi, oui. D'ailleurs, bon, il y a eu quand même. Enfin, c'est au forceps, quoi. Hein. Ce penalty à la 97e, là. Oui, et puis le coach qui trouve pas non plus, qui trouve pas la bonne formule non plus. Hein. Il change souvent. Moi, je trouve que on a du mal à le suivre. Hein. On a du mal à le suivre. Après, j'ai envie de dire que la vraie compétition, ça va démarrer en 8e de finale. On le disait, c'est une normalité, la qualification. Alors, elle a été obtenue au forceps, mais c'est à partir des 8e de finale face à la Real Sociedad, qui ne sera pas quand même une mince affaire. Ça a été la meilleure équipe défensive sur les phases de poule. Ils ont encaissé que 2 buts dans une poule, vous l'avez rappelé, où il y a l'Inter, qui est le dernier finaliste de la Ligue des Champions, qui est pas le grandissime favori, mais qui fait partie de ces 4-5 équipes qui peuvent remporter la Ligue des Champions à la fin de la saison. Et ils finissent devant cette équipe. Ils finissent devant l'Inter, ouais, tout à fait. Vous êtes persuadé que le PSG va se qualifier ou pas en quart de finale quand on voit ce tirage? Quand même un petit tour de table, comme à chaque fois. Grégory? Dis non. Je dis non, mais attention, je dis attention à la Real Sociedad. Et d'ailleurs, alors petite anecdote, le PSG va de nouveau jouer le jour de la Saint-Valentin, donc il y aura peut-être des amoureux du foot qui seront. J'allais dire que ça allait être très compliqué pour Jean, notamment de regarder le premier match. Ils n'avaient pas le choix dans la date pour ce 8e de finale aller, mais voilà, ils joueront du côté du Parc des Princes le 14 février. Il y aura beaucoup de déçus, à mon avis. Et le second match sera le 5 mars en Espagne. Jean, vous êtes déçu du coup par le 14 février ou Il n'y aura pas beaucoup de déçus, il y aura beaucoup de divorces. Il y aura beaucoup de divorces. Il y aura beaucoup de divorces. Non, mais alors le pronostic. Ouais, pronostic. Alors je les vois passer à 8e. Ouais. Je les vois passer. Ok. Philippe? Moi aussi. Vous voyez passer? Oui. Pierre? Oui. Ok, on Justement, sortira au cas où s'il y a élimination, on sortira de ce petit moment de l'émission. Donc comme Grégory l'a dit, le PSG jouera contre la Real Sociedad le 14 février prochain. Jean sera peut-être devant sa télé ou pas, on verra. Et le retour sera en Espagne le 5 mars. Vous préférez une soirée en amoureux plutôt qu'une soirée avec le PSG? Tout à fait. Le message est passé en tout cas. Le choix est vite fait. On va maintenant parler boxe. Ce samedi 9 décembre, Tony Yoka est remonté sur le ring après 2 défaites de rang. Le Français, champion olympique en 2016, a affronté le Belge Riyad Merhi à Roland-Garros et le boxeur de 31 ans originaire de Chanteloup-les-Vignes a été battu au point par le Belge. Après sa défaite, il a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. La question sur cette thématique, la carrière de Tony Yoka est-elle terminée? Oui ou non?
Oui pour vous, Jean. Non pour vous, Grégory. Oui pour vous, Philippe. Et vous êtes partagé, Pierre. On fait un petit duel entre vous, Jean et Philippe. Jean, vous commencez? Oh, vas-y. Au point. Tu veux que je commence? Vas-y, commence. Ah, ça se fait des courtoisies. Oui, mais c'est Noël, c'est Noël. Noël, c'est voilà. l'émission de Pas de Noël. cadeau, hein, par contre. Hein, Pas de cadeau. Pas de cadeau. Allez-y, Jean. Donc pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que là, jamais 2 ça ne Donc c'est terminé pour vous. Bah, non, mais. Alors, pour moi, c'est terminé parce que ça fait 3 défaites d'affilée. Donc là, le retard est pris. L'échéance pour aller essayer de disputer autre chose, c'est quasiment infaisable. Et puis surtout, là, je commence à me poser vraiment la grande question. C'est est-ce que vraiment Tony Yoka était le grand champion qu'on a bien voulu faire croire, entre guillemets. Et je crois que ça, c'est pas sa faute. Hein. Je crois que c'est purement français, ça. On a pris ce sportif, on lui a mis une étiquette dans le dos, on a dit ce sera un grand champion de boxe. Et je crois que malheureusement, pour lui, ce n'est pas le cas, quoi. Ce n'est pas le cas. Parce que, encore une fois, il n'a pas quand même affronté des monstres de la boxe, quoi. Et il a 0 victoire face à des concurrents, on va dire, un petit peu plus intéressants, un petit peu plus capés que ce qu'il avait pu faire jusqu'à présent. Et je crois que malheureusement pour lui, il n'est pas au haut niveau international. Et c'est pour cela que pour moi, je crois que sa carrière et ses chances d'obtenir un titre mondial sont quasiment finies pour moi. Philippe, qu'est-ce que vous répondez à Jean? Répondre non, Rien. Rien, parce que je lui ai dit que pour moi sa carrière est terminée. Je veux dire, les amateurs de Votre boxe, carrière est terminée, c'est ce que j'avais dit. Ah Oui, d'accord, c'est ce que je pensais Non, qu'elle non. n'était pas terminée pour vous. Il a quoi. changé. Non, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. Non, justement, c'est Alors ce que Kiki, j'ai trouvé. pour vous c'était terminé pour vous, Grégory. moi, Alors on va changer de Oui, duel, alors, on va vous prendre Grégory. Non, moi je réponds purement à votre question. Sa carrière est-elle terminée? Non, il lui reste encore un match avec son contrat, dans le cadre de son contrat avec Canal+, donc sa carrière n'est pas terminée. Après, si vous aviez posé la question, est-ce que ça met définitivement fin à ses chances de conquérir un titre mondial? Là, je vous aurais répondu oui. C'est pas pareil. Je pense qu'il va lui On aurait rester... dû préciser un peu plus. voilà. Il est malin, il est malin. Voilà. Il s'est vu. Non mais il s'est vu qu'après mon intervention, il s'est dit là je peux pas. Là je peux pas lutter. Donc là je suis obligé de me dérober. Non, alors voilà, mais en tout cas, il lui reste un contrat dans le cadre de son contrat avec Canal+. Alors, c'est vrai que Jean disait, c'est peut-être les Français qui ont construit peut-être ce mythe Yoka, champion olympique, capable d'aller Champion gagner un olympique titre 2016 quand même. voilà, professionnel, mais c'est pas la même chose. belle On parle de médaille boxe d'or. amateur et de Champion boxe professionnelle, et peut-être qu'on a construit un peu trop vite ce mythe. Il y a eu effectivement tout un programme, La Conquête, qui a été mise en avant par Canal+ pour suivre Tony Yoka dans cette épopée. Quand il a eu des adversaires à sa portée, qui étaient même, on disait, les leaders du Macumba, en rigolant, souvent ils ont été présentés comme ça, ça lui réussissait. Takam, Bacolé, 2 défaites d'affilée face à ces boxeurs, alors qu'ils sont plutôt sur la fin de leur carrière, ils sont pas à l'apogée de leur carrière, mais c'était des adversaires quand même de plus haut rang pour Tony Yoka. Et il a échoué face à ces 2 adversaires. Là, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il avait en face de lui Riyad Mehri, qui est un Belge, qui en plus, je crois qu'il a 10 cm de moins que lui, il est plus petit de 10 cm. Et même lui, il n'était pas confiant avant le début de son combat. Il n'était pas confiant. Là, on se Il a disait dit, que j'y c'était un vais, je vais adversaire voir. largement à sa portée, et finalement, il a échoué. Alors, il y a plusieurs clés d'analyse. Est-ce que Yoka a une pression supplémentaire, lui qui sortait de 2 défaites d'affilée face à son public, puisque c'était à Roland-Garros? On a quand même le sentiment que c'est un boxeur qui n'arrive pas à exprimer totalement son talent dans les grandes rencontres. Et on a l'impression qu'il retient ses coups, voilà, quand il est poussé dans la difficulté, il n'arrive pas à changer de niveau, à élever son rythme. Donc ça, c'est des vraies lacunes dans la boxe professionnelle. Et ce qui est inquiétant, oui, c'est l'état psychologique. Je pense qu'il était déjà assez touché après ces 2 défaites face à Takam et Bacolé. Là, on va le récupérer, je ne sais pas dans quel état, Tony Yoka. Peut-être que la solution, ce serait d'aller faire un combat à l'étranger pour essayer de s'éloigner un peu de cette pression médiatique en France. Donc, sa carrière n'est pas terminée, il lui reste des combats. Maintenant, pour moi, ses chances de décrocher un titre mondial, là, oui, on peut faire un trait dessus. C'est impossible. Pierre Chevalier, impossible pour vous? Moi, j'étais mitigé. Il y a 2 raisons. La première, c'est le contexte général dans lequel il fait ses combats, et deuxièmement, c'est la manière. Le contexte, Grégory l'a rappelé, il était à domicile, à Roland-Garros, dans un combat qui,
comparé aux deux premiers, quand on passe de Bacolé à Takam et de Takam à Nui, c'est là normalement c'était largement à sa portée. C'est-à-dire qu'en gros la qualité des boxeurs est allée en décroissant sur ce troisième combat-là. Il en reste un quatrième, donc d'accord avec Grégory, il reste encore cette partie-là. Si Canal honore bien cette partie du contrat, parce que ça n'a pas forcément fait recette non plus, ni dans la salle, ni à la télé, en fait, en gros. Et je parlais de la manière. J'ai un peu l'impression que l'effervescence autour de Tony Yoka est en train vraiment de s'effondrer. Ça fait pchit, c'est le soufflet qui retombe un peu. Et pour une raison de manière, sur le dernier combat, il était passif. C'est-à-dire qu'il a été exhorté par ses entraîneurs de pouvoir tirer profit de son allonge. Effectivement, son adversaire lui rendait facile 20-30 cm. Et donc normalement avec l'allonge de Yoka, c'est quand même un athlète qui se pose là en termes de carrure physique, il n'en a pas tiré profit. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une passivité, peut-être comme le disait Greg, de ne pas être capable d'être au rendez-vous sur ces grosses réunions, et ce qui nous fait dire, et ce qui nous fait regretter et chialer limite, parce que c'était très prometteur. Oui, il y a une vraie différence entre un titre de champion olympique en amateur et puis un combat professionnel, mais qui nous fait regretter les promesses qu'on évoquait au départ quand Tony Yoka s'est frotté à une carrière professionnelle pour aller chercher une ceinture chez les lourds, et qui s'éloigne de plus en plus. Donc il reste ce fameux match. Donc la carrière, a priori, n'est pas terminé, mais là en gros, les espoirs de titre s'envolent quand même de plus en plus, et sont de plus en plus hypothétiques. Problème mental peut-être, Philippe Volac. C'est un peu surprenant, moi je l'ai vu en différé, parce qu'en plus, ce qu'on peut dire, c'est que le combat avait lieu en même temps qu'un match du PSG au Parc des Princes, et c'était à Roland-Garros. C'est aussi bizarre, tu vois, en programmation. C'est quand même bizarre. Et le match alors que c'est dans le même secteur. Déjà. Et le match du PSG était retransmis aussi par Canal+. C'est ça aussi. Hein. Et par rapport à son interview qu'il a eu avant, il dit, vous allez voir, j'ai changé. Depuis 2 ans, je me suis remis en cause et tout. Vous allez tout voir dès le premier round. Ben, on n'a rien vu. Il était trop timide, passif, comme tu as dit aussi, passif. Il y a eu les amateurs de boxe, 63% qui disent qu'il est surcoté, et les 47% qui disent comme ça qu'il est prétentieux. Ça veut tout dire. C'est des amateurs de boxe qui disent ça quand même. Hein, je veux dire. Donc, et je me dis, il faut penser aussi que bien sûr qu'il a été bon en amateur, mais quand on pense en 2016 aux Jeux Olympiques, tout le monde a dit qu'il avait été très très avantagé par l'arbitrage. Hein. Donc voilà. Donc Jean, très rapidement. Oui, très rapidement. Non, je ne pense pas qu'il soit prétentieux. Je ne pense pas du tout qu'il soit prétentieux. C'est un sondage. Hein, oui, c'est un sondage. Mais pour ma part, je ne pense pas que c'est de la prétention. Je pense plutôt que ce sportif, ce grand sportif, n'a pas eu le choix, et qu'on l'a poussé. Et j'ai lu un petit article dans l'Équipe du président de la Ligue nationale de boxe professionnelle. Oui, exact. Qui déclare, alors je crois que c'est Dolpierre, je crois, Dolpierre, Robin Dolpierre, qui déclare qu'il aurait quand même aimé voir un arbitrage maison favorable à Yoka sur ce combat. Alors là, je me dis quand même, il est quand même président de la Ligue nationale professionnelle. Mais ça ne m'étonne pas. Mais c'est bien la preuve qu'il y a certaines personnes qui ont voulu faire de Yoka un grand champion, sans vraiment, par exemple, lui demander peut-être son avis. On a dit, toi, tu seras un champion, on va s'occuper de toi. Et je crois que malheureusement pour lui, et encore une fois, je le dis, et ce n'est pas le cas. Et ça montre aussi que ce monde de la boxe professionnelle est assez cruel, et que ça se joue aussi à rien. Mais ça, c'est vrai, je pense, dans le sport professionnel. Il y a moins d'1 an, Yoka aurait pu être le challenger du champion du monde Usyk. Finalement, le combat n'avait pas eu lieu parce qu'il s'était déjà engagé sur un combat face à Martin Bacolé, qui, je disais tout à l'heure, alors c'était Takam qui est plus âgé que Yoka, Martin Bacolé est un peu plus jeune que Tony Yoka. Finalement, ça joue peut-être à rien, parce qu'à ce moment-là, il était en confiance. S'il faisait face, il était challenger à Usyk, on ne sait pas quelle aurait été l'issue du combat. Finalement, il est resté sur cette frustration, et depuis, il y a eu 3 défaites. En sachant que le combat avec Martin Bacolé était dans un premier temps annulé. C'est ça. Et il a fait valoir une clause pour faire ce combat, et du coup, le combat avec Usyk n'a pas pu se dérouler à cause de cette fameuse clause
Alors que Tony C'était Yoka déjà engagé. voulait aller sur ce combat-là contre Usyk et pourquoi pas un titre de champion du monde. Un petit mot, vous voulez dire, Philippe? Non, tout a bien été dit. On va voir un peu le quatrième combat s'il a lieu et après on va voir un peu, ça va être un tournant. Il est pas si vieux que ça en plus, donc et normalement il est encore. Mais bon, moi je pense que c'est 31 difficile ans, parce que là je Tony pense Yoka. qu'on a vu son interview après match. Là il était vraiment dépité et au fond du trou vraiment par Certains rapport à annoncent peut-être la fin de sa carrière. même par rapport à peut-être, ses autres combats où il était un peu C'est plus vrai, voilà. Là il était vraiment, là je l'ai trouvé vraiment mais dépité au fond du trou là. Ouais. On continuera évidemment à suivre Tony Yoka et on espère que l'Yvelinois continuera quand même la boxe parce qu'on aime parler de Tony Yoka ici sur ce plateau. On va maintenant passer à l'envolée de Grégory, la dernière de l'année. C'est un ça. petit peu notre dessert à chaque fois dans cette émission. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory, aujourd'hui? Les suiveurs de Si on parlait sport en ont l'habitude pour la dernière émission de l'année. C'est l'occasion pour nous de remettre nos bons points désignés. Le sportif yvelinois de l'année. Alors je vais vous donner quelques-unes de mes préférences, alors que Philippe est en train de changer de tenue pendant mon envolée. Alors mes préférences, elles sont nombreuses en 2023. Beaucoup d'athlètes se sont distingués. Et vous le savez, mon sport de prédilection, c'est le football. L'an passé, j'avais jeté mon dévolu sur la performance collective du Football Club de Versailles. Eh bien cette année, dans ma présélection, je place Kylian Mbappé. Qui d'autre? 25 ans aujourd'hui d'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission. Bon anniversaire à lui. Il a terminé son année 2022. Éventuellement, s'il regarde cette émission en Il peut direct, nous appeler en direct s'il appeler. veut intervenir. Il avait terminé, on l'avait laissé l'année dernière en 2022 avec un triplé en finale de la Coupe du Monde 2022, rien que ça. Et depuis janvier, Kiki n'a pas déçu individuellement, au contraire de son club, le Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de la saison dernière avec 29 buts en Ligue 1. Celui qui a été formé à l'INF Clairefontaine a remporté le championnat, le 11e titre de son club. C'est un record pour le championnat de France et c'est son 6e titre de champion de France dans sa carrière professionnelle. Depuis août, il a continué sur cette lancée puisqu'il a déjà inscrit 16 buts en Ligue 1. Il est bon leader avec beaucoup de buts d'avance dans ce classement des buteurs en Ligue 1. Mais sa place, sa 3e place. Un problème de caméra, décidément aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est les fêtes de fin c'est les d'année. fêtes de fin d'année. La caméra, une des caméras est tombée. On espère qu'elle n'a pas eu trop mal, cette caméra. Donc je disais, sa 3e place au Ballon d'Or pour Kylian Mbappé derrière Lionel Messi, derrière Erling Haaland, a pu lui laisser, c'est sûr, un goût amer. Alors 2023, c'est aussi l'occasion de confirmer des talents. Au Skyping de Voisins-le-Bretonneux, on a une pépite de 23 ans qui pourrait briller lors des prochains Jeux paralympiques. Lucie Autière, titrée en double et 2e à l'Open de Taïwan, dont la parapongiste est revenue avec 5 médailles. L'Yvelinoise s'est classée 3e lors du ski para-TT, grand tournoi international de tennis de table en e-sport qui se déroule au Vélodrome national. À côté, c'est aussi une ambassadrice de son sport. Elle fait partie du dispositif Champion 2024 qui est mis en place par le département des Yvelines. Elle y parle de son sport et aussi du handicap auprès des jeunes. Alors dans les Yvelines aussi, on a un club qui truste les premières places mondiales. Ces athlètes ont de vraies chances de briller au prochain JO de Paris. Ils ont d'ailleurs ramené la première médaille de l'histoire pour la France de la discipline lors des derniers Jeux à Tokyo. Ce club, c'est Poissy Triathlon. Elle, c'est dommage, a quitté l'équipe cette année, Cassandre Brogrand, mais son année 2023 a été belle. On parle ici de la numéro 2 mondiale du triathlon sur la saison. À 26 ans, Cassandre Beaugrand est désormais vice-championne du monde. La sportive s'est classée 3e lors de la grande finale du World Triathlon Championship Series en Espagne, 2e du Test Event à Paris, a remporté les étapes d'Hambourg et Sunderland. L'été prochain, elle espère briller à domicile. Tout comme lui, Dorian Coninx, 29 ans, qui s'apprête, tout comme Cassandre Beaugrand, a participé à ses 3e JO. Le triathlète est allé encore plus loin que sa compatriote cette année puisque lui est devenu champion du monde. Dorian a conquis ce premier titre après une ultime étape magnifique lors du WTCS à Pontevedra en Espagne. Le Pisiaquais a faim, c'est le cas de le dire, et après des déceptions individuelles lors des derniers Jeux Olympiques, cette fois-ci il a toutes ses chances de décrocher une médaille d'or olympique à Paris.
Depuis tout à l'heure, on parle d'individus. Je veux rendre aussi hommage aux équipes et la performance collective yvelinoise de l'année est sans conteste celle des Cougars de Montigny-le-Bretonneux. L'équipe de baseball a remporté en mai dernier son premier challenge de France et en face des Yvelinois, ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas un mince adversaire. Les Huskies de Rouen, tenants du titre, et les hommes du président José de Arrojos sont allés même plus loin, se hisser pour la deuxième fois de leur histoire en finale du championnat de France. Ça n'était arrivé qu'une seule fois en 2018 et malheureusement l'issue a été la même, une défaite contre les Barracudas de Montpellier. Bravo à eux tout de même. Et ça s'est joué sur le dernier match. Ça s'est joué sur le match numéro 5 effectivement pour les Cougars. Alors la palme du sport le plus original, je la remets à Muriel Beauvillain. Sa discipline, le culturisme naturel. Autrement dit, la musculation sans l'aide de produits dopants. À 51 ans, cette habitante de Mitainville s'est adjugée 3 titres de championne univers en Corée du Sud. Elle concourait dans 4 épreuves. Muriel Beauvillain, c'est aussi un parcours de vie. L'Yvelinoise a débuté le culturisme naturel il y a seulement 3 ans. Ce sport l'a aidé à vaincre une dépression et à se dépasser suite à un drame familial. On arrive tranquillement, mais sûrement vers la fin de cette envolée. Alors, qui est le sportif yvelinois de l'année ? 2 athlètes pour moi se départagent, se distinguent et vous allez justement m'aider à les départager. Ils se distinguent, vous allez m'aider à les départager. Alors lui d'abord a écrasé la concurrence dans le monde de la natation. Alors pour les Jeux Olympiques, la France a Léon Marchand, mais pour les Jeux Paralympiques, les Français, les Yvelinois ont Alex Portal. Le nageur de Saint-Germain-en-Laye n'a que 21 ans, mais ça ne l'a pas empêché de gagner 4 médailles d'or, 4 médailles dont 3 en or aux mondiaux à Manchester cet été. Lors des derniers championnats de France, l'Yvelinois a battu non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 6 records du monde sur ces championnats de France, le tout sur 7 épreuves disputées. Donc 7 épreuves disputées, 6 records du monde pour Alex Portal, rien que ça. On parle là d'un extraterrestre de sa discipline. Alex Portal ne se cache d'ailleurs pas. Après l'argent et le bronze à Tokyo, c'est bien l'or paralympique qu'il vise à Paris 2024. Et puisqu'on parle d'aliens, on va finir avec un autre alien, que ce soit pour le talent, la précocité, pour les dimensions. Il y en a un, il a 19 ans, 2m24 ou 26 si on prend en compte les chaussures, une pointure 56, je parle bien sûr. C'est facile, ça s'est affiché à l'écran. Victor Wembanyama. Voilà, suspense. Celui qui a débuté le basket à l'entente Le Chesnay-Versailles a été l'attraction mondiale de cette année 2023. Drafté en première position en NBA, direction les Spurs de San Antonio, pour devenir, pourquoi pas, une légende du basket. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Avant de partir pour les États-Unis, Wemby avait déjà brillé dans le championnat de Betclic Elite en France. Il avait éclaboussé ce championnat de France de son talent, finaliste avec les Mets 92. Il a été titré de la distinction de MVP de la saison, mais aussi celui de meilleur défenseur, meilleur jeune, meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur contreur, meilleur tout. Voilà, puisqu'il a été MVP de cette LNB. Fortune diverse en NBA pour le moment, car les Spurs sont très mal débutés, actuel dernier de la conférence Ouest avec 22 défaites en 26 matchs. Il y a eu un record historique de 18 défaites d'affilée pour les Spurs. Alors Wembanyama brille tout de même individuellement. Ses performances individuelles, on l'espère, pourraient lui permettre de décrocher le titre de rookie de l'année. C'est pas encore gagné parce que de l'autre côté, collectivement, les Spurs ne sont pas au rendez-vous. Voilà, messieurs, faites vos choix, quelle que soit votre préférence. Je crois qu'on peut le dire encore, 2023 a été une très belle année sportive avec de belles performances pour nos athlètes. Bravo, belle envolée Grégory. La dernière de l'année 2023, bravo à vous. Il y a beaucoup de présélectionnés, on avait discuté de ça en off, beaucoup de présélectionnés. Il y a du talent dans les Yvelinois. Il y a du talent. Quel est votre Yvelinois de l'année autour de cette table? On a vu que Grégory, son cœur balance entre Alex on va Portal, dire au niveau des titres sportifs, c'est Alex Portal parce que quand même 4 médailles, 3 en or, mais on va dire au niveau médiatique, au niveau du symbole, c'est quand même Victor Wembanyama. Il a marqué cette année, à mon avis. Donc en gros, vous allez lui remettre une coupe, quelque chose comme ça, éventuellement. Il peut venir sur ce plateau. Je connais pas le budget de l'émission. Pour récupérer. Pour récupérer, oui. Il peut récupérer cette coupe en tout cas ici sur le plateau. Il peut venir. S'il entend le message. Pierre, pour vous, c'est qui? Moi, je dirais que je favoriserais des sports un peu moins médiatiques, justement, parce que je pense que Victor Wembanyama, on va en reparler dans les années à venir. Et que là, sur une année olympique... Il peut truster les 10 places de sportifs yvelinois de l'année sur les 10 prochaines années. Il y a sans doute besoin d'un petit peu plus de projecteurs sur des disciplines un petit peu plus discrètes. Donc je dirais Cassandre sur le triathlon et Alex Portal sur le paralympique, parce que
au-delà de ces performances hors normes, on a besoin que les Jeux paralympiques de Paris soient aussi successful et aussi populaires et peut-être aussi performants pour l'équipe de France, pour les équipes de France que les Jeux olympiques. Philippe, pour vous, moi, les deux le sportif de l'année. Les deux en haut de l'affiche, c'est difficile à départager parce que c'est quand même très fort aussi en natation, c'est quand même très fort. Après Marchand, c'est quand même en para-olympique, c'est très fort. Et Oui, Marchand, c'est chez les Marchand, valides c'est- et oui, Alex voilà, Portal oui, chez les oui, paralympiques. je veux dire, oui. Et Ce que comment vous voulez je veux dire, c'est que c'est à peu près C'est à peu près- l'équivalent voilà, à oui, côté ça, c'est à à peu près paranatation. l'équivalent. On dit que En le chance Portal- de médaille, en chance de médaille. On dit que Alex Portal, c'est le Léon Marchand de la natation Voilà, paralympique. c'est ça. Ouais. Non, mais les deux ont fait une belle année, une très très belle année. Donc c'est difficile. Les deux, c'est sport aussi individuel, mais bon, j'ai du mal à départager les deux. Et si vous deviez voter quand même Je ferais pour la Suisse. natation. pour la natation, Ouais. paranatation, Ouais. avec Alex Portal. Pour vous, Jean, Et bien alors moi, je vais vous dire, pour moi, c'est Victor Wembanyama. Parce que c'est un garçon qu'on attendait, qu'on se disait, voilà, est-ce qu'il va y arriver? Et il explose de tous les compteurs. Dans une équipe où le collectif n'est pas spécialement au rendez-vous et où il n'a pas réellement de quoi s'exprimer pleinement avec ses compatriotes du terrain. Mais quand même, individuellement, c'est quand même un phénomène. C'est le phénomène qu'on attendait. Et Cocorico, c'est un Français. Il est là-bas, il va devenir un grand. Parce que là, maintenant, on peut le dire. Pas simplement par la taille et les dimensions, mais ça va être un grand basketteur, c'est certain. Donc pour moi, c'est le sportif de l'année. c'est pas trop tôt parce que je pense qu'on peut l'avoir l'année prochaine, Oui, ça, l'année je- d'après, peut-être, l'année d'encore peut-être, après. mais- Peut-être, mais on l'attendait tellement parce qu'on était quand même dans l'attente. Est-ce qu'il va s'acclimater? Est-ce que vraiment c'est vraiment le grand champion qu'on attend? Puisque là, c'est la barre la plus haute, la NBA, et c'est individuellement un grand joueur, quoi. Voilà, on attendait. Donc, maintenant, on a la preuve. Les statistiques sont là. Il fait que grandir. Encore une fois, dans une équipe qui ne gagne pas, c'est encore plus difficile. C'est encore plus compliqué parce que il faut dire que ce joueur-là, il serait dans une équipe avec 4 autres joueurs dans une grosse équipe de la NBA. Je pense qu'il exploserait tout le monde, quoi. Donc je dis bravo, et pour moi, c'est le sportif incontesté de l'année. Et l'année prochaine, il participera sûrement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, ça sera peut-être l'occasion de le réélire sportif yvelinois de l'année. On va maintenant passer à notre page débat. Je vous propose dans cette page débat de revenir sur les moments forts qui ont rythmé les Yvelines en 2023. On commence par le Paris-Brest. Paris, en août dernier, des milliers de cyclistes sont partis de Rambouillet à vélo. Ils sont venus de toute la France. Ils ont parcouru 1200 km. Cette compétition a lieu tous les 4 ans. Ils sont venus de la France et même du monde entier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition, messieurs? Très rapidement, en fait, je vais vous en proposer plusieurs et on fait un petit tour de table à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? J'aime pas le vélo. Pas plus que ça. Je connaissais, non, et très honnêtement, je ne connaissais pas cette. plus le gâteau. Oui, voilà, moi c'est la pâtisserie. Mais c'est lié. C'est lié. Effectivement, voilà. la Très pâtisserie a été créée à l'occasion d'un Paris-Brest. Restaurant à la pâtisserie alors. Par un pâtissier de Maison Lafitte. Oui, à l'époque où Ouais, c'était encore une compétition cycliste, puisque maintenant elle a évolué vers une formule randonneur ou cyclotourisme. En tout cas, c'est une tradition qui se perdure. Il n'y a plus la grande compétition qu'il y a pu avoir jusque dans les années 50, mais une tradition qui perdure dans le temps et qui perdure aussi la légende du Paris-Brest de cette pâtisserie. Philippe Volac, très rapidement, vous aimez bien? Ouais, c'est la crème de. Voilà, je trouve que. On va vous garder en 2024, hein, Philippe, hein, on va vous garder. Jean, vous en pensez quoi, Paris-Brest? Ouais, c'est bien, qui continue. Alors, deuxième événement, c'était les 9 et 10 décembre dernier. Les championnats de France de BMX freestyle étaient organisés au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rendez-vous a attiré des milliers de fans et des sportifs qui vont représenter la France pendant les prochains Jeux Olympiques. Il y avait au total 90 sportifs. Pareil, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? Jean, Il y a vous plus qui êtes un fan de sport urbain. Oui, il y a plus de compétiteurs que de public. Ah non, quand même. Ça y est. Non, il y avait du monde, Il y avait à peu près 2000 Oui, spectateurs. c'est bien qui continue. Philippe, vous aimez bien aussi les sports extrêmes, pas plus que ça? Pas plus que ça, pas plus que ça au niveau même des Jeux Olympiques. Il y a des choses il y a des disciplines que j'aurais mis
j'aurais mis plutôt à la place, comme par exemple, bon, on va pas dire, mais le karaté par exemple, qui est pas, et j'aurais mis d'abord, et il y a d'autres disciplines, voilà. Mais bon, vous n'êtes pas très fan. Vous êtes pas très fan. Grégory. Non, mais ça permet de voir le vélodrome dans une autre configuration. Alors, il y a la piste de BMX Race à l'extérieur. Là, on a mis à l'honneur le freestyle. On a pu utiliser cette aire centrale et montrer que le vélodrome pouvait accueillir tout type d'événements. Là, c'est un événement purement cycliste. C'est sa vocation première. Mais ça a permis de voir une belle discipline qui sera au JO pour le BMX freestyle. Pierre, rapidement. Même si c'est du vélo, je trouve ça plus spectaculaire et plus. Vous préférez? Oui, je préfère et je trouve ça plus fun. Bon, vous qui adorez en tout cas le vélo, hein, il y a eu également le Paris-Nice en mars 2023. La course au soleil est partie depuis les Yvelines pour la 14e fois consécutive. La course est partie depuis La Verrière et le lendemain depuis Bazainville. Il y avait Pogacar et Vingegaard au départ cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compétition, Philippe? Oh, très bien, c'est une bonne pub pour les Yvelines, pour des petites villes en plus, c'est ce que on en avait parlé dans cette année, je veux dire, mais c'est une bonne pub pour les petites villes comme La Verrière et Bazainville, c'est ça? Ouais, je trouve que c'est très bien. Il y a toujours une grosse commune et un petit village le lendemain qui sont choisis. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paris-Nice? Vous aimez bien, vous, Paris-Nice? C'est la première course de l'année. J'aime bien Paris-Nice, oui, c'est très joli. C'est un petit Tour de France. Voilà, et c'est très bien en plus parce que chaque année ça part Du côté des Yvelines. Donc, ça va continuer l'année prochaine. Départ depuis les Mureaux et le lendemain depuis la petite commune de Thoiry. Ah oui, il ne faudrait pas qu'il s'échappe dans le zoo. Ça sera devant le zoo. Grégory. Sans être réducteur, vous avez parlé des deux noms principaux, Vingegaard et Pogacar. Pogacar qui s'est imposé sur ce Paris-Nice. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'on avait les deux derniers vainqueurs du Tour de France et ils étaient à La Verrière et Bazainville. Donc je pense que les amateurs cyclistes ont pris leur pied. Alors il y a eu aussi le Tour de France 2023. La dernière étape est partie depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en juillet dernier. Alors on a pu voir le vainqueur Jonas Vingegaard dans cette aire centrale du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On le voit avec son petit maillot jaune. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bel événement ça par contre je ne sais pas, mais pour le cyclisme en tout cas. Oui, année olympique qui plus est, ça met en valeur un des sites olympiques de Paris 2024. Oui, c'était le but. Et trêve de plaisanterie, comme dirait un lapin, je respecte quand même les classiques. Et là, en l'occurrence, Paris-Nice et Tour de France, ce sont des très très grands événements sportifs. C'est pas ma cam, mais c'est un très bel événement sportif. Et en plus, quand il prend part dans les Yvelines, comme on a plaisir à le rappeler, c'est encore mieux. Philippe? Moi, très bien. Je trouve ça vraiment très bien que ça parte du Vélodrome. En plus, comme l'a dit Pierre, l'année des Jeux Olympiques. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça met en lumière en plus le Vélodrome. Voilà. C'est mieux que le BMX. Jean? Il n'y a que du vélo. Il y a beaucoup de vélos dans les Yvelines, comme vous pouvez le voir. Des gros événements sportifs. Terre de vélo. C'est très bien. Souvent, quand on parle grand événement sportif dans les Yvelines, on parle vélo. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cyclisme du monde. Grégory? Non, tout a été dit. Ça clôturait encore une très belle édition du Tour de France. On va pas parler vélo pour une fois. Il y a aussi eu le CrossFit avec le CrossFit Throwdown 2023. 800 sportifs et 9000 personnes se sont donné rendez-vous au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, on peut le voir. Hein. Ils ont donné vraiment beaucoup de choses sur cette aire centrale du Vélodrome et aussi à l'extérieur. C'était très impressionnant. Ils ont fait cette compétition sur 3 jours. Une petite réaction autour de cette table. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça envoie. Ça envoie du gaz, là. Hein. Attention. Ça a dû transpirer sec. Hein. Bel événement, Philippe. Oui, bel événement. Ça change un peu. Il n'y a pas que du Vélodrome national de Saint-Quentin. Et on entend parler beaucoup des salles de CrossFit et il y en a beaucoup qui en font. Hein. Donc c'est en plein boom. Mais c'est impressionnant au niveau de la force. Pierre Chevalier, on vous a pas vu sur la centrale. Il y avait vraiment une très très grosse machine sur laquelle que j'ai explosé d'ailleurs. Et c'est une mode, le CrossFit, c'est une mode qui dure dans l'aspect sport santé. Donc pratiquer régulièrement une activité physique, c'est une des plus faciles entre guillemets à pratiquer parce que maintenant des agrès de sport de CrossFit, on en trouve un peu partout dans les villes maintenant, dans les centres-villes, et ça
ça s'organise en bande, ça se challenge un petit peu justement. Alors ça se regarde beaucoup, oui, mais je trouve que c'est une très bonne chose de donner cette occasion-là à tout le monde de pouvoir faire du sport et donc là de mettre en lumière certaines belles compétitions. Grégory, très rapidement, parce qu'on est très en retard dans l'émission. Non, juste pour dire, c'était l'un des premiers événements post-crise Covid au Vélodrome, cet événement CrossFit, et c'est un événement qui commence à s'installer, et ça nous a montré qu'il y avait encore beaucoup de travail pour nous, je pense. Alors, de la natation aussi, en mars dernier, le Giant Open, le nouveau rendez-vous de la natation, était organisé à la piscine de Saint-Jean-Manlé. Il y a eu des têtes d'affiche comme Charlotte Bonnet ou encore Maxime Grousset. Un rendez-vous qui devrait revenir l'année prochaine à Saint-Jean-Manlé et peut-être même dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, très rapidement, je vais peut-être faire juste un mini tour de table. Philippe, vous en pensez quoi? Ça embrasse bien. Ouais, très très bien. Vous allez vraiment rester sur cette année 2024. Jean. Qu'est-ce qu'ils font dans les trainings Minute papillon. C'était bien? Ouais. Oui, c'était non, mais c'est bien ça. C'est bien. Alors, on reste à Saint-Jean-Manlé. Là aussi, il y a eu une grosse compétition, le championnat de France de bras de fer, organisé par la Fédération française de force. Il était environ 170 participants à se défier dans plusieurs catégories. Et selon l'âge et le poids, pareil, une petite réaction autour de cette table sur cette compétition de bras de fer. Hein. C'est très spectaculaire. Quand j'étais jeune, j'en faisais. J'en faisais. On faisait du bras de fer. Ouais. On faisait des bras de fer à l'apéro. Tant qu'il y a du sport, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Grégory? Non, mais c'est le sport. C'est le sport et c'est insolite. Ça fait du bien d'avoir aussi des événements de cette sorte-là, de cette manière. Peut-être que ça reviendra dans les émissions dans les prochaines années. Il y a les concours de claques comme ça. Là, enfin, en basket, il y a eu le match de basket entre les lycées Versailles, Sainte-Geneviève et Auch le 16 février dernier au gymnase Mauboron. L'ambiance était incroyable et c'est Ginette qui l'a emporté. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition, ce derby, ce duel qui nous passionne ici sur ce plateau? Excellent événement, très populaire, vraiment fun. Seul bémol, c'est que ça souffre la comparaison par rapport à la NCAA et à des compétitions universitaires américaines. Mais continuons, ça draine un public et un enthousiasme dingue. Grégory, vous qui étiez sur place. C'était déjà ma deuxième pour ce match. Un match qui, à mon avis, commence à gagner en popularité. Alors ça reste un événement pour l'instant fermé, mais pourquoi pas un jour le voir ouvert au public dans une plus grosse structure. Vous aimez Philippe Volac? Ouais, non, c'est Ginette, la perfection masculin. Ouais. C'est pas rasoir. Ouais. Bon, la question sur cette thématique, pour vous, un petit tour de table très rapide. Quel est le meilleur événement de 2023 dans les Yvelines? Très rapidement. Grégory. Vous me prenez. Non, mais j'ai bien aimé. Alors, on ne vous l'avez pas cité, mais le test event sur la colline d'Elancourt, qui était un événement préparatoire pour les Jeux Olympiques, et ça nous a permis de rentrer dans cette dernière ligne droite qui va nous conduire à l'été 2024. Jean, l'événement préféré de cette année Tour de 2023. France. Tour de France. Philippe? Moi aussi, départ de la dernière étape du Tour de France. Ça va vous étonner, moi, Paris-Nice. Paris-Nice. Paris-Nice, pourquoi? Voilà, par esprit de contradiction et la tradition. La tradition du départ dans les Yvelines et justement cette mise en valeur des petits villages comme des grandes villes des Yvelines. C'est déjà la fin de cette émission, on a même dépassé au niveau du temps. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de l'un des sportifs yvelinois de l'année, Victor Wembanyama, la future pépite du basket mondial. Il faut réussir de grosses actions pour éteindre ses adversaires. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Passez de très bonnes fêtes sur TV78. À bientôt.